Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour ce second webinaire de notre cycle autour de jeunesse, démocratie et participation. Je vous invite dans un premier temps à bien garder vos micros éteints afin d'éviter qu'on vous entende et de bien laisser la parole à nos trois intervenantes. On vous redonnera bien sûr la parole. N'hésitez pas tout du long à poser également des questions sur le chat, même si on prendra le temps de poser également vos questions à l'oral. Mais n'hésitez pas, voilà, surtout si c'est des questions avec des réponses rapides, les intervenantes pourront peut-être même répondre directement sur le chat, mais on aura plusieurs moments où on pourra échanger avec vous. Donc, nous étions retrouvés pour un premier webinaire fin janvier, qu'on avait appelé Jeunesse et politique d'aujourd'hui. On avait fait un peu un panorama des jeunesses pour voir qu'il n'existait pas qu'il n'y avait pas un profil type jeune, mais bien des jeunesses. Et on s'était un peu interrogé sur les causes des disparités entre les jeunes en termes de participation à la vie politique. On avait reçu donc, le sociologue Laurent Lardeux, on avait reçu Yann Ferté, qui est donc conseiller municipal de Podensac, mais également président d'une association qui s'appelle Comidé, et Yanis Amidouche pour l'association La Cité des Chances. Ça nous avait aussi permis de parler de la jeunesse en milieu rural, notamment avec Yann Ferté, et de la jeunesse dans les quartiers populaires avec Yanis Amidouche. On continue donc aujourd'hui autour de trois nouvelles intervenantes. Valérie Becquet, qui est sociologue et professeure à Cergy Paris Université, Laurence Moller, qui est adjointe au maire de Bar en charge de la citoyenneté, démocratie participative, jeunesse et communication, et Anna Moriette de l'association Tous Élus. Aujourd'hui, on va parler de l'engagement des jeunes dans ce qu'on a appelé les structures institutionnelles représentatives et participatives. Avant de commencer peut-être vraiment à échanger, j'aurais juste voulu donner la parole à nos trois intervenantes pour qu'elles puissent peut-être se présenter un peu plus longuement leurs travaux et leurs structures, voilà, en 2 minutes, pour qu'elles puissent se présenter un peu plus que ce que je viens de faire. Et je propose de commencer pour 2 minutes par donner la parole à Valérie Becquet. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation à participer à ce webinaire. Donc, je suis professeure des universités à Cergy Paris Université et membre du laboratoire EMA. Et mes travaux de recherche portent plus spécialement sur la question de la participation, de l'engagement des jeunes. J'ai travaillé sur les dispositifs de participation à l'école et en dehors de l'école, sur des dispositifs d'engagement comme le service civique ou encore sur les questions de parcours d'engagement des jeunes. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Laurence Moller. Bonjour à toutes et à tous. Je suis effectivement nouvellement élue adjointe au maire dans une petite commune de 7500 habitants à Bar, dans le Bas-Rhin. Et quand même concernée par ces questions de participation et d'engagement depuis au moins 98, où j'ai fait un mémoire sur la citoyenneté. Et voilà, avec un parcours professionnel en collectivité sur ce champ-là de la participation et de l'engagement des jeunes. Merci beaucoup. Et enfin, Anna Moriette pour l'association Tous Élus. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je travaille pour l'association Tous Élus qui a été fondée en 2018 et qui travaille justement qui œuvre pour le renouvellement de la démocratie à travers notamment 2 axes qui sont la formation de personnes qui sont issues de la société civile et la politique et la lutte contre la mal-inscription et l'abstention. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, je voulais reprendre, ça va peut-être un peu recouper ce que Laurent Lardeux nous avait dit lors de notre premier webinaire, mais quand même qu'on reprenne un peu les bases sur la participation des jeunes, notamment au moment des élections, voilà, quelques mots sur le vote des jeunes. Et puis, avant de commencer, pour vous faire un tout petit peu travailler et surtout retenir votre attention, je vous propose un tout petit sondage que je vais ouvrir maintenant. Lors des élections présidentielles 2017, quelle classe d'âge s'est le plus abstenue sur les 2 tours? Voilà, vous n'hésitez pas. Donc, vous avez les 18-34 ans, les 35-59 ans, les 60-79 ans
ou les 80 ans et plus. Et j'attends quelques secondes que vous puissiez voter. Alors, ça bouge encore un peu, mais je vois que l'ensemble des participants ont quasiment voté. Vous répondez à 73% que ce sont donc les 18-34 ans qui se sont le plus abstenus en 2017. Alors, en fait, ce n'est pas exact. C'est les 80 ans et plus qui sont abstenus à 31,5%. Pour sans doute des raisons aussi de possibilité de mobilité, d'aller voter. Les 18-34 ans se sont abstenus, eux, à 21,8%, les 35-59 à 9,6%, les 60-79 à 10,1%. On voit finalement un peu une courbe de l'abstention qui est haute chez les plus jeunes, qui va diminuer quand on va aller entre les 35, 60, 75 ans, et puis qui va remonter en fait avec l'âge. Je vais laisser Valérie Becquet dire quelques mots sur ce vote de la jeunesse, et puis ensuite je proposerai à Anna Mauriette de nous raconter un peu ce que fait l'association Tous Élus sur cette question. Alors, on va dire sur le vote de ces jeunesses, hein, si vous vous inscrivez dans la continuité de ce qu'a dit Laurent Lardeux. Donc, en fait, l'enquête européenne sur les valeurs des jeunes, sur les valeurs en général, qu'ils ont exploitées avec Laurent Lardeux donc, et Vincent Tiberge, a mis en évidence un certain nombre d'éléments. Donc, on sait que le taux de... Alors, on parle plus souvent du taux d'abstention des jeunes d'ailleurs que de leur taux de participation. Ce 22%, il recouvre tout un ensemble d'éléments et je pense qu'Anna Mauriette, qui travaille sur ces questions de mal-inscription justement, évoque cet élément et je pense qu'elle pourra apporter un éclairage tout à fait important sur ce point. On va retenir quand même des éléments clés, à savoir que ce vote, il traduit un rapport que les auteurs de l'enquête ont qualifié de désenchanté, d'un rapport désenchanté à la démocratie, mais disons à cette démocratie-là, c'est-à-dire une démocratie qui passerait par le vote. En revanche, ce qu'ils mettent en évidence dans leurs études, c'est que les jeunes ont un attachement au système démocratique en tant que système politique, qu'ils ont même des exigences importantes à son égard en termes d'élections libres et justes, d'égalité des droits entre les hommes et les femmes, et que peut-être ce taux de participation ou d'abstention peut traduire le fait que la démocratie ne soit pas réellement à la hauteur de leurs exigences ou de leurs espoirs. Donc voilà, ça c'est une interprétation qui peut être une parmi d'autres. Ce qu'il me semble important de retenir pour la suite du webinaire, c'est de considérer que les données mettent en évidence que plus les citoyens finalement sont diplômés, informés, plus ils ont un rapport aussi critique au fonctionnement démocratique, ce qui fait écho à ce que je viens de dire sur l'exigence. On voit que finalement, Vincent Tiberge disait, on ne peut plus la faire aux jeunes, on ne peut pas leur raconter des histoires, ce qui est promis doit être tenu, ils décryptent aisément les campagnes électorales, ils sont très largement informés et donc peuvent mettre en miroir les arguments des uns et des autres. Ils perçoivent aisément les logiques de coalition politique, voire les formes d'opportunisme politique à certains moments. Donc voilà, ils décryptent, leur décryptage du champ politique, on va dire, les rend effectivement plus critiques, plus distants et par conséquent peut-être aussi moins votants. Voilà. Cependant, ce qui est intéressant dans ces chiffres également, c'est de considérer que les non-participants. Je suis convaincue, enfin, tu vois, je suis dedans, en plus j'ai été formée par les syndicats. Alors ça s'appelle un micro. C'est dommage de ne pas utiliser ce livre avant les élections. Excusez-moi, j'essaie de... d'autres personnes, quoi. Ouais. Non. Bon, écoute. Voilà. Et excusez-moi, dans ma précipitation, Valérie, je vous ai coupé votre micro aussi, mais j'ai trouvé le ou la coupable. Je vous laisse rallumer votre micro, Valérie.
Donc voilà, nous avons donc une participation politique en direct au débat. Donc, parce que le thème effectivement de l'échange portait sur une question d'engagement. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que quand on veut analyser le vote, c'est toujours d'analyser le vote en lien avec d'autres pratiques. C'est-à-dire que effectivement, le vote tout seul, qu'est-ce qu'il raconte en tant que tel? Finalement, pas grand-chose. Ce qu'on constate, c'est que on a quand même une proportion de jeunes assez importante, 46% dans cette enquête, hein, toujours, qui votent épisodiquement et qui ont déjà protesté. Et donc, dans cette enquête, on voit un couplage entre des pratiques qui effectivement sont parfois perçues comme étant antagonistes. Voilà, il y aurait le vote dans la démocratie représentative et puis la protestation qui ne serait pas finalement compatible avec ce type de répertoire d'action. Or, aujourd'hui, ce qui va caractériser, il me semble, les pratiques des jeunes, c'est le couplage des répertoires. C'est-à-dire qu'on va utiliser les répertoires à des moments opportuns et les utiliser dans toute leur variété. On remarque également qu'on a dans cette enquête 20% de ce qu'ils appellent des polyparticipants, c'est-à-dire finalement ils votent systématiquement et ils protestent aussi. Voilà, donc ça c'est typiquement un profil qui est intéressant pour comprendre cette participation des jeunes. Il me semble que le point qui avait été aussi mis en évidence dans ce rapport un peu désenchanté à la démocratie, c'est que son réenchantement, justement, passait par le fait que le vote n'était plus un rapport d'obéissance à un système politique, mais un rapport d'appropriation, un rapport plus électif au sens même de choix plus consenti, plus construit, y compris un choix qui peut changer au fur et à mesure. Et je pense que ces éléments sont utiles pour comprendre comment les jeunes vont s'approprier les dispositifs de participation à l'échelle locale, régionale et nationale, puisque une partie d'entre eux va finalement participer à ces dispositifs avant même d'avoir l'âge de voter. Et c'est ça l'intérêt de réévoquer le vote aujourd'hui, c'est de montrer que le rapport au champ politique peut se construire et se construit aujourd'hui bien avant l'âge de voter et bien avant le premier vote. Merci beaucoup. Quelqu'un me demande dans le chat si vous pouvez rappeler l'origine de ce rapport. Alors, attention, votre micro est fermé. L'enquête européenne sur les valeurs, hein, donc ils ont publié un ouvrage qui s'appelle « Génération désenchantée, jeunes et démocratie ». C'est Laurent Lardeux et Vincent Tiberge qui exploitent ces données et qui ont fait le tour avec d'autres auteurs des apports de cette enquête valeur, voilà, qui sont les plus récentes, parce que c'est 2018. Super, merci beaucoup. Je propose donc, suite à cette intervention, de donner la parole à Anna Moriette pour savoir donc à la fois chez Tous Élus, voilà ce que vous voyez sur le rapport des jeunes au vote, sur pourquoi est-ce qu'ils voteraient moins, comment vous les accompagnez, et puis peut-être aussi, parce que je sais que vous travaillez aussi là-dessus, comment faire que pour, au-delà du vote, des jeunes aient envie de s'engager aujourd'hui en politique et de devenir eux-mêmes des élus. Merci. Donc, fort de ce constat-là dont on parlait et dont le sondage que vous avez proposé au début de cette conférence montrait que voilà, au régional, par exemple, 87% de 18-24 ans ne sont pas allés voter. Donc, on a un vrai phénomène de montée de l'abstention chez la jeunesse qui se couple aussi avec un phénomène de manque de représentativité des élus et d'absence de confiance, un climat de défiance dans les institutions. Mais pour autant, ce qu'on observe chez Tous Élus et de manière plus globale, c'est que l'engagement n'a jamais été aussi fort. Que ce soit en tant que militants, qu'activistes ou que consommateurs, les Français, mais surtout les jeunes, s'engagent quotidiennement pour une société plus juste, plus écologique, plus sociale, plus démocratique. Et donc, le mouvement Tous Élus a été créé par deux cofondatrices qui sont très jeunes, notamment une qui a 25 ans, et qui ont lancé cette association en 2018 pour réconcilier les citoyens avec la politique, mais surtout les jeunes. Il y avait vraiment une visée de reconquérir un public plus jeune. Et donc, en fait, il y a deux angles chez Tous Élus qui permettent justement de réoxygéner la démocratie et créer du lien entre la jeunesse, notamment, et la politique. C'est l'angle d'un programme qui s'appelle « Pourquoi pas toi ?»,
qui est un programme qui a été lancé pour encourager, soutenir et accompagner des personnes qui sont issues de la société civile à la politique et à des élections. Donc, les accompagner dans leur cheminement avec des conférences, des conseils de professionnels de la politique pour justement faire tomber les freins qu'ils pouvaient avoir par rapport à un engagement politique. Et donc, on a mené cette formation à la fois lors des municipales. Et donc, au municipal, on a eu 2500 personnes, notamment une grande majorité de jeunes qui se sont inscrits à notre programme de formation. Et une centaine sont allées jusqu'à l'élection. Et on a eu 62 personnes, des personnes qu'on a formées, qui ont été élues maires dans des villes. Et donc, comme ce programme était un succès quelque part, on l'a reconduit pour les législatives. Et donc, on a formé 577 personnes. Et sur donc, ces 577 personnes, 64% ont moins de 30 ans. Donc, on observe un réel intérêt de la jeunesse pour investir le champ politique, faire triompher leurs idées. Donc, on a 64% qui ont moins de 30 ans et seulement 2% qui ont plus de 50 ans. Donc, on observe qu'il y a vraiment un fort taux de personnes jeunes pour qui les intérêts ou les valeurs principales sont l'écologie, les questions sociales et la démocratie. Donc, sous l'angle de ce programme-là, Pourquoi pas toi, on arrive justement à dialoguer avec des jeunes et au-delà de ça, les accompagner jusqu'aux élections, là, cette fois législatives. Et sur les 577 personnes qu'on a formées, on en a 20 qui se présenteront aux législatives. Et parmi ces 20, il y en a peut-être 15 qui ont moins de 35 ans. Donc, c'est super. Donc ça, c'est un des angles sur lesquels on travaille. Mais on travaille aussi sur l'angle de la mal-inscription, comme je disais lors de la présentation, puisque voilà, il y a un constat qui a été fait que 7 millions de personnes en France sont mal inscrites, c'est-à-dire que elles n'iront pas voter ou elles ne pourront pas voter, pas pour des raisons idéologiques, mais parce qu'il y a des problèmes administratifs à leur inscription dans des bureaux de vote. Et on observe que ce phénomène touche principalement des jeunes qui ont déménagé loin de leur domicile parental et n'ont pas fait les démarches pour se réinscrire dans leur nouvelle ville. Et en fait, Tous Inscrits, qui est une des branches de Tous Élus, a justement pris conscience de ce problème et voulu justement essayer d'y apporter une solution en créant une plateforme qui s'appelait Tous Inscrits, sur laquelle il y avait des intervenants et des personnes qui étaient qualifiées pour répondre aux questions des personnes et pour les accompagner en ligne à faire leur démarche pour s'inscrire ou se réinscrire correctement dans le bureau de vote qui correspondait à leur nouvelle géographie. Et donc, sur cette hotline, 926 personnes sont passées et 30 000 personnes ont vérifié grâce à cette hotline leur bureau de vote. Et donc, justement, on voit que... On voit dans nos chiffres, en tout cas, que voilà, les principales personnes qui sont mal inscrites, c'est les jeunes. Et donc, Tous Élus a voulu agir sur cette mal-inscription des jeunes par cette plateforme. Et voilà, on voit qu'on a réussi voilà, à former, à aider un grand nombre de personnes, et notamment énormément de jeunes. Donc, sur le terrain, ça ressemble à ça, ce qu'on a pu faire en tant qu'association. J'espère que voilà, ça vous a donné un aspect plus pratique de cette réalité. Merci beaucoup. Quelqu'un demande dans le chat si le programme, donc c'est le programme de formation pour le coup, s'adresse donc à tous sans limite d'âge. Oui, il s'adresse à partir de 18 ans. C'est possible de le suivre et c'est un programme qui est complètement gratuit. Et les candidats, les personnes qui pourront participer à ce programme de formation sont sélectionnées avec un questionnaire rapide avec quelques critères d'âge, de géographie, une petite explication des motivations qui peuvent pousser les personnes à vouloir intégrer ce programme. Mais effectivement, il n'y a pas de limite d'âge à ce programme. Merci beaucoup. Je vous partage en même temps dans le chat la pyramide, par exemple, des âges de nos députés. On voit que finalement, elle va à l'inverse de celle de l'abstention, puisqu'il y en a très peu de moins de 30 ans. Il y en a 2 aujourd'hui. On monte jusqu'à 50, 60 ans. C'est des 50 à 60 ans qui sont les plus nombreux. Ils sont 182 aujourd'hui. Et puis, on redescend quand on part dans les classes d'âge un peu plus âgées. Et puis, au Sénat,
vous vous en doutez, la répartition par âge, elle est encore plus déséquilibrée, avec, je crois, plus de 40% de députés qui ont plus de 60 ans. Voilà. Je ne sais pas si, Laurence, vous voulez dire quelques mots sur ces différents aspects avant que j'ouvre la parole pour avoir à la fois les questions et puis peut-être quelques témoignages des personnes qui participent. Oui, alors merci. En effet, je me retrouve beaucoup dans les propos aussi de Valérie Lequet sur l'attachement qu'ont les jeunes au système de démocratie, leur exigence aussi démocratique et du coup le regard qui est porté sur celles et ceux qui sont en responsabilité, notamment le caractère exemplaire, l'attention qui peut leur être donnée, la considération de leurs paroles, etc. Ce sont des choses extrêmement importantes à tous les âges. Parce qu'on parle des jeunesses, on parle aussi d'une tranche d'âge qui peut être très large quand on est dans un parcours notamment d'éducation à la citoyenneté. Alors là, on s'intéresse beaucoup aux primo-votants, à ceux qui, au vote des jeunes. On parle effectivement beaucoup des jeunes à l'approche des scrutins, des élections, etc. On va souligner leur abstention, alors que finalement, c'est une jeunesse très engagée qui ne se désintéresse pas de la politique, en tout cas pas moins que les aînés. Et en fait, moi, j'aimerais partager aussi une étude qui a été faite par l'agenda citoyen, donc la plateforme make.org, voilà, qui montre en fait effectivement que parfois les jeunes boudent très souvent les urnes, mais voilà, ça révèle aussi un système démocratique qui est à bout de souffle et sans doute aussi une interrogation de la part des jeunes sur comment s'engager, faire bouger les choses aujourd'hui autrement. Alors on le voit aussi à travers les grèves scolaires qu'ont mené les jeunes pour le climat notamment. Et puis après, je dirais qu'au contact des jeunes depuis tant d'années, voilà, je trouve que leur engagement il est toujours intact dans le sens où il y a une soif d'engagement, une envie de participer, un goût pour vivre des expériences plus ou moins voilà, longues, courtes, peu importe, mais des expériences d'engagement et avec, en effet, ça a été souligné aussi, un souhait d'être au plus près de là aussi où se prennent les décisions en faisant en fait une véritable place aux jeunes. Voilà. Donc, disons que sur la question aujourd'hui du vote des jeunes, disons qu'on peut constater quand même que dans les derniers sondages montrent que les jeunes ne vont pas moins s'abstenir que les adultes. Il y a eu un dernier sondage qui a été IFOP, qui a été commandé par l'ANASAGE qui le montre et qui révèle aussi leurs préoccupations pour les élections nationales, qui rejoignent beaucoup des préoccupations aussi d'adultes. Voilà, je m'arrêterai là pour cette partie. Merci beaucoup. Est-ce que donc sur cette première partie, avant de rentrer un peu sur les thématiques plutôt donc participation citoyenne, on va dire, et puis autres formes d'engagement des jeunes, est-ce que vous avez des questions ou des témoignages? N'hésitez pas soit à lever la main, soit à allumer votre micro pour signifier que vous voulez prendre la parole. N'hésitez pas. Quelqu'un demande, alors je ne sais pas si vous avez répondu finalement ou pas, si vous avez la source des 2 études que vous avez citées, Laurence, en attendant. Laurence, je ne sais pas, est-ce que vous pourriez nous redire les 2 sondages? Ah oui, pardon. En fait, j'allais les mettre dans le Pardon. Ah oui, c'est très bien. L'agenda citoyen et l'enquête IFOP de l'ANSH, qui est l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes. Parfait, merci. Désolée, mais c'est parfait. Si vous avez les liens, c'est encore mieux. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Je regarde s'il y a des mains qui se lèvent. Je ne vois pas de mains qui se lèvent. Ah si, Carole, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Désolée pour le léger retard que j'ai eu. Je suis vraiment très contente de cette présentation parce que
on s'aperçoit, mais on va rentrer dans le dur du sujet juste après, je pense, hein, que c'est pas tant la notion de vote qui pose un souci, c'est la notion de faire comprendre que le vote, une fois exprimé, il amènera à des résultats. Et bien souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on peut pas dire aux gens, et en plus aux jeunes, mais si, allez voter, c'est super important, quand derrière, il n'y a pas de promesses tenues, en fait. C'est un peu ça le sujet. Et je pense notamment sur nos démarches de participation, donner les moyens aux gens de réaliser leurs propres projets sans forcément interférer, donc être vraiment sur les démarches mode projet. C'est ce qui permet aussi de redonner confiance dans cette participation en disant on ne fait pas que vous consulter, on vous donne les moyens de faire des choses et de les réaliser. Et Laurence le sait très bien d'ailleurs, et elle bosse dessus, et je l'en remercie beaucoup. Et donc voilà, moi sur la question des jeunes, étant moi-même issue de la société civile, j'ai 26 ans, et ce qui fait que j'ai réussi à être là où je suis aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a vraiment donné une chance et on m'a permis de m'investir et d'occuper une place sans me brider ou voilà. Je trouve qu'il y a quand même encore de beaux espoirs maintenant dans les nouvelles manières de faire de la politique. Et voilà, c'est là un petit témoignage perso que je voulais donner parce que c'est aussi ce que j'essaie de transmettre aux jeunes lorsque je les croise et qui me disent ouais, mais comment on peut faire? On peut faire de la politique à plein de niveaux différents, et voilà, ça c'en est un exemple. Voilà. Merci beaucoup, Carole. Dans le chat, et puis en même temps, si jamais vous voulez réagir aux différentes interventions, n'hésitez pas. Marianne Garnier nous dit donc bonjour, vous parlez du goût pour vivre des expériences d'engagement. Pourtant, alors on anticipe un peu sur la deuxième partie, mais ce n'est pas grave. Pourtant, les dispositifs de participation ne sont pas toujours des succès. Peut-on généraliser ce goût de l'engagement à toutes les jeunesses, et comment est-ce que vous mesurez ce goût de l'engagement? Je ne sais pas si l'une de vous a envie de se lancer dans une réponse. Allez-y, je vous en prie, Valérie. Alors, le goût de l'engagement, c'est en fait on pourrait dire que on va pouvoir construire au fil du parcours, alors que ce soit dans l'espace familial ou par des premières activités diverses et variées, ce qu'on va appeler plutôt des dispositions à l'engagement. Alors, vous pouvez appeler ça un goût pour l'engagement, effectivement. Mais ces dispositions à l'engagement, c'est effectivement au fur et à mesure des expériences qui vont conduire des jeunes, alors ils peuvent commencer enfants, puis adolescents, puis jeunes, etc., à tirer de ces expériences des éléments qui leur donnent envie de poursuivre leur expérience, alors selon d'autres formes, mais en fait les parcours d'engagement des jeunes en général, que ce soit dans leur variété interne en termes de forme d'engagement ou de motifs, on voit bien que le levier, c'est toujours un sentiment d'auto-efficacité, se sentir efficace dans ce qu'on fait, ou d'efficacité quand on voit la situation des autres personnes changer. Donc ce goût de l'engagement, il se construit dans un rapport effectivement positif, ou à des expériences, que ce soit parce qu'on reçoit quelque chose pour soi-même de positif, ou parce qu'on voit en face quelque chose se produire, changer. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça, et c'est comme ça aussi que, pour revenir à cette idée des projets et de la promesse, justement, cette question de la promesse, elle n'est pas uniquement liée à la question du vote, elle est liée aussi, elle engage aussi les dispositifs de participation, puisque, mais sans aller trop loin, il se trouve que ce soit dans l'espace scolaire ou dans l'espace, on va dire, local ou national, dans les instances de participation plus institutionnelles, il est clair que la promesse de la prise de parole peut être faite, mais si elle n'est pas tenue, il y a déjà un premier problème qui se pose. Et si les souhaits ou les projets des jeunes à qui on dirait qu'ils seront réalisés ne le sont pas, voilà, cette exigence de la promesse finalement, et qu'on associe souvent au vote, elle est finalement dans le principe même de l'engagement contractuel, c'est-à-dire le deal. On fait un deal, et ce deal, il va déterminer quelque part le fait que quelque chose se poursuive, se casse,
s'ajuste. Merci beaucoup. Deux mains se sont levées. Marine, je vous donne la parole et puis ensuite Patrick. Oui, bonjour, merci beaucoup. J'avais moi une petite question sur, donc vous dites que a priori les sondages sur l'abstention des jeunes n'occupent pas une part plus importante que le reste de la population. C'est plutôt assez rassurant et agréable d'entendre ça. Est-ce que vous avez un peu de la donnée sur les sujets exacts qui les préoccupent et savoir aussi, est-ce que c'est les mêmes sujets que là où on retrouve de la mobilisation et de la contestation, par exemple, sur la justice sociale et le climat, ou est-ce que c'est des sujets beaucoup plus larges? Merci. Est-ce que Valérie ou Laurence, oui, je l'ai sous les yeux. Alors, ce que révèle ce sondage qui était fait de mémoire début mars, là, donc, qui est assez récent, c'est que effectivement, en fait, alors, attendez, il faut que je trouve la bonne slide. Voilà, ce qui préoccupe en premier lieu à 63% les jeunes, c'est le pouvoir d'achat et le coût de la vie. À 50% l'emploi, à 50% la sécurité, puis l'éducation et la formation, l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations, la santé et l'alimentation. Et en fait, l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique arrivent aussi à 47%. Et très loin derrière, on est sur la dette, les transports, la culture, le sport, etc. Donc, voilà, c'est assez, bon, c'est parfois quand même un peu surprenant, voilà, mais en même temps, les primo-votants n'ont pas non plus le même âge que celles et ceux à qui on propose un parcours d'éducation à la citoyenneté, qui sont souvent plutôt des enfants, des jeunes, à qui voilà, on propose de mieux connaître les institutions, leur fonctionnement, etc., et qui parfois quand même ont plus envie de s'engager sur des sujets, d'autres sujets de société, et qui sont très... en général, on les retrouve quand même beaucoup mobilisés autour de la solidarité à l'échelle de leur ville, à l'échelle du pays aussi, préoccupés par l'égalité femmes-hommes, par ces sujets-là. Mais on voit que les primo-votants ont plutôt été sur le pouvoir d'achat, le coût de la vie. Alors, il y a aussi l'influence, sans doute, des médias, mais aussi voilà, du contexte actuel. Merci beaucoup Valérie, vous aviez levé la main pour compléter. Et quelqu'un qui demande en même temps dans le chat, mais je ne suis pas sûre que ça existe, sait-on ces priorités? Est-ce qu'on sait si c'est les mettre en rapport avec l'origine sociale des jeunes? Est-ce que ces priorités sont différentes en fonction de l'origine sociale? Je ne suis pas sûre qu'on ait la réponse, mais Valérie, je vous laisse oui, la parole. Je vais juste me permettre de dire que personnellement, je ne suis pas étonnée qu'il y ait cette question du pouvoir d'achat, du coût de la vie, dans le sens où il y a déjà eu une crise en 2008, mais là, on sort d'une crise sanitaire, enfin, est-ce qu'on en est sorti, qui a énormément affecté les jeunes générations, avec des jeunes qui se sont retrouvés quand même dans des situations à ne pas savoir quelle serait la valeur de leur diplôme sur le marché du travail, voire des ruptures de parcours scolaire, la question de la valeur de son diplôme sur le marché du travail, la question de l'accès à l'emploi, alors la politique Un jeune, une solution qui est sortie, mais qui témoigne quand même que là, on est dans une situation difficile, des enquêtes qui mettent en évidence que les jeunes qu'une partie des jeunes a visiblement un peu le moral dans les chaussettes en ce moment, pour ne pas dire, voilà, ça ne va pas très très bien. Donc je pense que c'est une question qui est ce que nous on a appelé avec Paolo Tupia des causes liées à la classe d'âge. C'est-à-dire, voilà, il y a des choses qui me préoccupent en tant que jeune qui est en train de construire mon instinct social à travers ma scolarité, mon orientation, le choix de mon premier emploi ou l'entrée sur le marché du travail. Voilà, c'est juste pour dire que moi, je trouve que ça résonne bien en fait avec... et en fait, les items d'une question vont orienter bien évidemment les réponses, mais je pense que ça résonne avec les effets aussi de cette crise sur les jeunes par rapport à la scolarité, à l'orientation et à l'emploi. Merci beaucoup. Il y a encore deux mains qui sont levées et je propose que ce soit pour l'instant les deux dernières questions sur cette partie pour qu'on ait vraiment le temps sur la seconde. Après, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat. Patrick, je vous laisse la parole. Votre micro est fermé.
Désolé. Bonjour et merci à tous pour ces témoignages et ces informations tout à fait importantes. C'est moins une question que une réflexion que je voulais, que j'ai souvent en tête et un référentiel en fait sur ce qui fait que les gens ne s'engagent pas facilement, jeunes et moins jeunes. En fait, m'inspire de la pensée de Saoul Alinsky, qui est un sociologue qui a pensé il y a longtemps ces questions-là sur les raisons de la non-participation. Et en fait, il résume en quatre points. Le premier point, c'est les peurs de dire ce qu'on pense, d'être affiché, comme disent les jeunes, par d'autres. Voilà, les peurs que l'on a les uns et les autres pour prendre la parole en public, pour se faire comprendre, etc. Le deuxième registre, c'est le sentiment d'inutilité. C'est si je pense que ça servira à rien, il n'y a pas de raison que je m'implique, que je participe, que j'aille voter, si je ne sens pas qu'il y a une utilité concrète, réelle, ce qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur un peu l'exemplarité, la confiance, etc. Ça j'irai pas non plus. Le troisième, c'est pardon, ça m'échappe en même temps, ça va me revenir. Alors, l'isolement aussi. Se sentir seul, et on sait qu'il y a des jeunes qui sont seuls et isolés, mais pas seulement des jeunes dans notre société, et des personnes qui sont éloignées de toute vie sociale. C'est une personne sur 5 aux dernières études qui ont été faites sur ces questions. Et puis le quatrième point, j'ai oublié, mais c'est l'idée que on ne va pas y arriver, c'est trop compliqué. Et donc, j'ai plus le terme, désolé, il m'échappe là comme ça, mais c'est vraiment ça. Donc, ça peut être utile, j'ai pas peur, mais ça sera trop compliqué. Voilà. Et donc, ces choses-là, on les a tous dans la tête, et je pense que si on n'arrive pas à répondre positivement à ces questions-là, en fait, on va rester chez soi et on ne va pas faire ce pas pour aller voter. Puis on verra tout à l'heure sûrement aussi pour se déplacer pour une réunion, pour un projet qu'on nous propose localement. Je voulais apporter ça aussi parce que je trouvais que c'était tout à fait important par rapport à tout ce que vous disiez aussi, et complémentaire. Merci beaucoup, Patrick, c'était très intéressant. Je vous laisserai, si vous voulez réagir, je vous laisserai, mais je vous laisse la parole, M. Terrien, pour votre question. À tous et tous, Olivier Terrien. Alors moi, je suis élu local dans une commune de 10 000 habitants au nord de Strasbourg, et par ailleurs consultant et indépendant et enseignant à l'université, à Sciences Po, en école de commerce, et également auprès de l'université d'Ithiri à Strasbourg. Et c'est une thématique qui m'intéresse énormément. J'avais fait déjà un mémoire sur le sujet il y a quelques années. Est-ce que la participation est un outil de modernisation de l'action publique ? Et là, je me suis, entre guillemets, amusé récemment à demander à mes étudiants ce qu'ils pensaient justement du vote et de l'intérêt d'aller voter. Alors, face à des étudiants qui ont un profil assez privilégié, de nouveau école de commerce, Sciences Po, et la plupart d'entre eux, alors quand je dis la plupart, c'est à 80%, y compris lors d'échanges au Conseil de l'Europe assez récents, ont revendiqué leur droit à ne pas voter, mais en indiquant clairement, premièrement, qu'ils avaient le sentiment que leur vote n'était pas suivi des faits, c'est ce qui ressort de ce que vous dites, mais qu'aussi qu'il y avait une vraie méconnaissance des acteurs publics, du système public, qui fait qu'ils ne voient pas forcément l'intérêt de voter. Et ce qui ressort de tout ça, c'est aussi l'impression que rien ne va changer dans le paysage et dans les avantages qu'ils peuvent avoir divers et variés, ne serait-ce qu'en termes de transport, d'accès à la culture. Mais vraiment, ce qui revient régulièrement, c'est cette méconnaissance du système public et l'absence, selon eux, de sensibilisation à l'intérêt du vote et de nouveau au rôle des différents acteurs publics que sont les collectivités, l'État ou autres. Et ça interpelle énormément. Moi, je suis aussi délégué parent FCPE, et ça interpelle énormément sur la question de la citoyenneté. On retrouve la même chose par rapport à la question européenne. Et ça démarre, ça, très jeune, très, très jeune. Donc, je ne sais pas si vous partagez ce sentiment aussi. Est-ce que le fait d'éduquer beaucoup plus tôt la citoyenneté et l'intérêt d'aller voter, organiser, alors certaines communes le font, je pense à Suresnes notamment, aller rencontrer les maires, les conseillers municipaux, est-ce que ça peut aider ou pas? En tout cas, c'est ce qui ressort des témoignages des étudiants que moi je peux rencontrer régulièrement. Voilà, merci.
Merci beaucoup pour ces deux témoignages. Je ne sais pas si Valérie, Laurence ou Anna, vous voulez réagir, compléter. Et sinon, je vous propose qu'on enchaîne parce que je pense qu'on va parler de tout ça de toute manière dans la deuxième partie. Donc, je vais redonner la parole à Valérie Becquet pour qu'elle nous raconte un peu ses travaux justement sur l'engagement des jeunes sous différentes formes et dans tout ce qui est instance de participation au niveau local. Et je sais aussi que vous avez travaillé sur plusieurs pays européens, donc ça peut être intéressant aussi d'avoir cette visée comparative. Voilà, je vous laisse la parole. Alors, merci. Donc, je reviendrai sur ce qui a été dit par rapport à la connaissance des institutions, puisque c'est quand même un point important. Donc, effectivement, sur la connaissance de la participation ou de l'engagement des jeunes, là, aujourd'hui, on parle de la participation plutôt dans des instances institutionnelles ou dans des instances formelles. On sait qu'à côté, on a un espace protestataire assez vivant, avec des mouvements sociaux autour de causes plutôt repérables et avec des pratiques extrêmement diverses à l'intérieur. De l'autre côté, on a beaucoup de collectifs d'engagement dans lesquels les jeunes s'investissent avec des degrés d'intensité variables, des collectifs plus ou moins formalisés. Là encore, dans les deux cas, des jeunes qui n'ont pas nécessairement le même profil en fonction des types de collectifs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile d'avoir un discours général sur l'engagement des jeunes, puisque on voit de multiples variations, variétés. Il y a une vraie... c'est très, c'est très pluriel. Voilà, il y a une vraie diversification des modalités, des manières de faire, etc. Et c'est alors que, bon, d'autres générations avant étaient pris dans les mouvements de jeunesse, politiques, religieux, etc. Et les choses étaient beaucoup plus uniformes en termes de propositions. Donc là, on est plutôt dans des logiques de feu d'artifice, de modalités, de manières de faire qui s'ajustent et se réinventent. Et puis, il y a parmi ces engagements tout ce qui se passe dans ce qu'on va appeler les instances de participation, ou en tout cas les modalités offerts par les pouvoirs publics. Voilà, on va dire que c'est ça ce qui les caractérise, c'est le fait que les pouvoirs publics aujourd'hui, et depuis longtemps, ça date d'un certain temps, offrent des opportunités de participation aux jeunes, dont une est principalement organisée autour du registre, voilà, de la prise de parole, d'associer les jeunes aux décisions qui les concernent. À côté, vous allez avoir des dispositifs qui vont être plutôt sur faire agir les jeunes, ça c'est plutôt le service civique, que les jeunes soient utiles socialement. Mais sur cette modalité de la prise de parole, elle n'est pas récente, mais elle constitue un pilier important. Donc, quand je dis qu'elle n'est pas récente, c'est que déjà à l'échelle mondiale, dès le début des années 80, elle est évoquée à l'ONU à partir du moment où l'année internationale de la jeunesse a été mise en place. On va la retrouver dans les droits d'expression, la Convention internationale des droits de l'enfant. On va la retrouver au niveau européen avec le livre blanc sur la jeunesse et dans les États, dans différents États, dans différents pays, ce dispositif l'idée d'associer les jeunes aux décisions qui les concernent est employé à l'échelle locale, régionale ou nationale selon les différents pays. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce registre public, c'est une invitation, une incitation à ce que les jeunes puissent considérer qu'ils peuvent avoir un pouvoir sur la décision publique. Et là, les modalités qui vont en résulter, et pour faire un parallèle avec d'autres transformations, on est typiquement dans le mouvement de montée en puissance de la démocratie participative, de la démocratie délibérative, de l'accroissement de la place donnée aux usagers dans les services publics, etc. Donc, c'est un mouvement de fond qui a bien évidemment touché les jeunes. En France, c'est principalement venu des collectivités locales qui ont commencé à mettre en place des conseils d'enfants, des conseils de jeunes,
et jusqu'à ce que ça monte dans les régions et puis à l'échelle nationale. Dans d'autres pays, c'est quelque chose qui viendra du national et qui ensuite peut être approprié par le local. Il n'y a pas de règle générale. C'est vraiment, on va dire, un dispositif qui est à la disposition. Est-ce qu'on veut faire participer les jeunes, leur donner la parole? Eh bien, on va utiliser ce type de dispositif pour le faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les parcours d'engagement des jeunes, ce type de dispositif, une précision, on le retrouve également dans l'espace scolaire. Hein. Toute l'organisation de la participation des élèves est construite autour de dispositifs visant à donner la parole aux élèves, leur demander leur avis. Alors, ça va des délégués de classe, mais surtout avec le développement de la démocratie lycéenne autour des conseils de la vie lycéenne, puis les conseils de la vie collégienne, etc. Et donc, pour dire que c'est avant 18 ans que ça se passe, hein, c'est pour ça que c'est surtout l'âge. Donc, il y a des opportunités de participation dans l'espace scolaire et puis dans l'espace territorial. Du coup, ces espaces de participation, ils vont être investis, ils n'attirent pas tous les jeunes. Voilà, ça c'est important de le dire. Ils ne sont pas attractifs pour tous les jeunes. On voit que dans les parcours d'engagement des jeunes, ils vont beaucoup plus attirer des jeunes qui ont, ou des adolescents puis des jeunes, voilà, ou des enfants puis des adolescents puis des jeunes, parfois les parcours aussi sont longs, qui ont déjà un rapport, un vécu positif des institutions. C'est-à-dire, par exemple, on va retrouver parmi eux des élèves qui ont un vécu scolaire positif, qui n'ont pas d'échec scolaire, qui aiment aller à l'école, voilà, qui se sentent bien à l'école, par exemple. Alors que ces espaces, pour ceux qui ont des échecs, un rapport plus tendu, crispé, voire négatif à l'espace scolaire, ceux-là vont plus s'orienter vers des collectifs d'engagement extérieurs aux institutions. Voilà. Donc, le rapport à l'institution, ça a été un élément qu'on a mis en évidence dans les parcours des jeunes. Deuxième élément qu'on a mis en évidence, c'est que les motifs d'engagement de ces jeunes dans ces dispositifs vont beaucoup être autour de l'idée de faire changer le système de l'intérieur. Alors, par exemple, ils ont vécu des situations d'injustice sociale, de la discrimination, où ils ont été observateurs de ça. Et l'idée de passer par des conseils, ou même l'idée de l'environnement, etc., de se dire qu'il faut être dans l'institution pour éventuellement pouvoir avoir un effet sur le quotidien. Donc, on n'est pas sur la logique du micro-politique, du petit geste, allons directement dans le système pour faire changer le système. Donc, c'est une démarche qu'on va trouver chez ceux qui vont investir alors, c'est une ligne de force, hein, bien évidemment. Là, je fais une grande généralité. Et puis, il y a des personnes aussi qui vont être attirées par ces instances parce qu'il y a une logique aussi de sentiment elles sont valorisantes. Si on arrive à y trouver sa place, on arrive à s'y construire comme en pouvant prendre la parole. Il y a beaucoup de personnes qui acquièrent des compétences de prise de parole, de construction de leurs opinions dans ces instances et qui du coup en tirent un sentiment d'auto-efficacité qui fait que ça devient une instance où ils ont le sentiment de pouvoir faire quelque chose, du moins déjà en termes d'acquisition de compétences. Alors, ce qui est très intéressant, et pour finir, c'est que ces instances, et c'était déjà mis une question on dit que ces instances de participation ne sont pas toujours des succès. Donc effectivement, alors ce succès, il peut être appréhendé de plusieurs manières. Dans la capacité à faire des choses. Est-ce qu'on a fait des projets sur la ville? Est-ce que le budget participatif du conseil régional X a permis à des lycéens d'agir? Est-ce que le conseil local de la ville Y a permis voilà, etc. Donc ça, c'est le résultat, hein, ce qu'on a produit en termes d'output. Et puis, il y a ce que ça produit en termes d'expérience subjective. Et là, on va avoir deux expériences positives et des expériences négatives. Alors, ce qu'on constate, c'est que, par exemple, des jeunes qui ont eu des expériences positives dès le collège, même enfants, adolescents, collège, lycée, tout ça, ces expériences positives, ça va les conduire à continuer à investir ces instances.
Et c'est là qu'on va peut-être trouver aussi les futurs jeunes élus. Voilà, comme tout se passe bien dans ce rapport à l'institution, comme cela semble bénéfique pour soi et pour autrui, ça va créer des parcours de continuité dans ce type d'instance. Et on le retrouve, hein, des personnes qui vont vraiment avoir des parcours très, très longs. Et puis, à l'inverse, vous allez avoir des jeunes qui vont avoir des expériences négatives. On ne les a pas écoutés, on les a finalement, la promesse n'a pas été tenue, il y a eu des rapports d'autorité ou autoritaires entre, par exemple, un proviseur ou une proviseure, un principal, qui du coup coupe la parole et casse la prise de parole, ou même à l'extérieur, hein, un maire ou un élu qui n'écoute pas tant que ça. Et là, on va avoir à nouveau deux circuits. Soit on va être dans l'exit et ce sont des jeunes qui vont perdre leur confiance dans la possibilité de pouvoir agir sur les institutions, peut-être ne pas voter, même pas vouloir s'engager, enfin, vont décrocher finalement de l'espace civique. Et puis, il y en a d'autres qui vont investir ce qu'ils ont acquis, peut-être comme compétences, mais surtout ce qu'ils ont compris du fonctionnement institutionnel ou de la représentation des jeunes ou de la prise de parole pour l'utiliser ailleurs. Et là, on va avoir des parcours de jeunes qui ne vont pas aller dans ces instances ensuite, ils ne vont pas aller après le lycée ou des choses comme ça, continuer, ils ne vont pas vouloir aller au conseil régional des jeunes, mais ils vont utiliser ces expériences pour protester, en disant finalement, je sais comment, entre guillemets, l'institution fonctionne, je sais comment finalement aussi la critiquer. Ou alors, pour rejoindre des collectifs d'engagement, et là, peut-être s'investir dans des instances de fonctionnement ou de gestion d'associations, etc. Mais on voit un transfert, en fait, des expériences négatives au sein des institutions, collectivités, lycées, établissements scolaires, etc., ou conseil régional, et puis, mais qui vont être transférés ailleurs. Donc, on aura finalement, dans ce passage, l'idée de ces instances de participation, si elles sont beaucoup utilisées comme un outil d'engagement, ce qui est intéressant, c'est que quand on les resitue dans le parcours, on ne se pose pas la question de si elles marchent ou si elles ne marchent pas, parce que là, c'est un résultat à un instant T. Mais quand on voit la manière dont les jeunes vont l'utiliser dans leur parcours, alors voilà, ça va produire des continuités dans le même, ça va produire des continuités de parcours, mais en faisant autre chose. Et puis, il y a effectivement toujours l'exit, c'est-à-dire ces jeunes qui vont être dans un rapport davantage de rupture avec l'institution et avec cette modalité de participation, pour résumer globalement ce qu'on peut ressortir. Merci beaucoup. Peut-être que je vous pose tout de suite les questions, la première question qui a été posée, et puis après je donnerai la parole à Laurence. Sait-on si les jeunes femmes sont plus ou moins susceptibles de s'engager que les jeunes hommes? Existe-t-il des logiques en fonction du genre? Alors, je pense qu'il faudrait regarder peut-être plus en détail le profil des conseillers enfants, jeunes, etc. Peut-être que du côté, il y a des travaux qui ont plus précisément à ça. Ce que l'on constate, c'est que les garçons, enfin, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai croisé plus d'hommes que de femmes dans ces parcours d'engagement tournés vers l'institution. Alors, avec quand même un bémol, c'est-à-dire que lorsque ça se traduit par finalement des logiques de pouvoir ou de prise de pouvoir ou de prise de responsabilité. Ce n'est pas pour considérer que les jeunes femmes ne veulent pas prendre des responsabilités, hein. Mais il peut y avoir au local, par exemple, un attrait des jeunes femmes pour l'idée d'agir concrètement dans ce micro-politique, de l'action concrète, mais avec parfois un rapport plus ou moins intéressé avec ce qui relèverait des jeux de pouvoir, voilà, ce qui semblerait moins attractif. Mais ça, c'est très général. Il faudrait regarder plus sur le profil des jeunes qui participent effectivement à ces conseils de jeunes, en dehors des travaux qui avaient été faits, qui sont faits plutôt par l'ANASEJ ou peut-être même par l'INJEP. Il faudrait regarder. Il
c'est pas évident d'avoir un profil de l'ensemble des jeunes qui participent à ces instances, puisque ce sont des instances qui ne sont pas nécessairement institutionnalisées. Voilà. Après, je peux regarder sur les élèves au collège s'il y a des profils de genre. Il faut juste que j'ouvre un document. Écoutez, si vous l'avez à portée de main, on vous laisse l'ouvrir et puis on vous redonnera la parole de toute manière. Laurence, suite à cette intervention, est-ce que vous pouvez nous dire un peu si ça fait écho à ce que vous avez pu voir en tant qu'élu sur le terrain et comment une ville comme Bar prend en compte, essaye de faire participer les jeunes, développer le goût pour la citoyenneté, pour l'engagement des jeunes de son territoire. Alors oui, juste en amont de cette expérience baroise qui est toute jeune finalement, peut-être juste quand même une réaction sur ce cliché qui existe toujours autour de sujets qui pourraient nous concerner ou ne pas concerner les jeunes. Moi, au fil du temps, je n'ai jamais trouvé de sujet qui ne concernerait pas les jeunes. Donc, attention aussi, quand on parle de décisions qui les concernent, en fait, lesquelles ne les concernent pas. Voilà, donc déjà une première chose. Ensuite, peut-être sur, là aussi, ça fait tant d'années qu'on vient de dire que dans les conseils d'enfants et de jeunes, on va retrouver des jeunes qui sont déjà prédisposés, qui sont déjà captés, qui sont déjà les premiers de la classe, etc. Moi en 20 ans, je n'ai pas vérifié ça dans mon travail. Et aujourd'hui, en tant qu'élu, je ne vérifie pas ça non plus. Donc, en fait, ça interroge peut-être sur quels élus nous sommes, quels techniciens nous sommes, quelles associations nous sommes, quels profs nous sommes. Et la manière dont on s'adresse finalement à la jeunesse et à ce qu'on leur promet, pour rebondir aussi sur ce que disait Carole tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on leur promet et qu'est-ce qu'on leur donne à voir pour leur donner envie et le goût de l'engagement. Pour aussi montrer que cet engagement, il leur est réellement accessible à toutes et à tous. Je crois qu'il est important quand on parle avec eux, quand on dialogue avec eux, d'être très clair là-dessus, en fait, de le préciser, parce que ça ne tombe pas sous le sens, et donc sans doute qu'il faut leur dire, et moi par exemple c'est ce que je fais, leur dire que pour participer à un conseil municipal de jeunes, on n'a pas besoin d'être le premier de la classe, et peut-être aussi d'avoir des discours clairs aussi sur, parce qu'ils ne sont pas dupes, sur l'état de la démocratie, même très jeune, sur le fait que ce n'est pas forcément une bonne chose que de s'engager à la fois dans une expérience de conseil de vie collégienne, lycéenne, et en même temps d'être délégué de sa classe, et en même temps vouloir, c'est aussi de se dire que qu'on s'engage et puis qu'on puisse le faire pleinement, et que voilà, les engagements sont multiples, et puis que si on s'est trompé, c'est pas grave, on peut très bien en faire une nouvelle ou autre dans une association, etc. Donc je pense qu'en fait il faut aussi avoir un discours très clair avec les jeunes, parce que les cadres sont multiples, et puis ce qui se cache derrière les conseils municipaux d'enfants et de jeunes, c'est comment dire, il n'y a pas de recette. Chaque ville va faire à sa manière. Il n'y a pas de règles, c'est pas obligatoire. Voilà, donc c'est pas non plus cadré. Certains ont des professionnels, d'autres n'en ont pas, d'autres avec des bénévoles. Donc il y a une multiplicité une diversité finalement de conseils d'enfants et de jeunes. Et puis il y a les clichés effectivement, où les jeunes sont juste des pots de fleurs en vitrine pour satisfaire des élus qui finalement ont des discours sur la jeunesse, mais qui dialoguent très peu avec eux. Donc donc il me semble que c'est important de savoir, d'être prêt à dialoguer avec eux aussi en amont de l'engagement. Donc moi, l'expérience de Bar qui n'a pas connu, en tout cas pas ces 25 dernières années de participation, et je suis dans une ville en fait qui a été, dont la gouvernance était avant assez, assez autoritaire, on va dire, pour aujourd'hui avoir des habitants qui prennent plaisir à participer aux décisions, à pouvoir, dès le plus jeune âge, s'engager dans un conseil. Alors, nous, on a un conseil municipal de jeunes,
mais on a aussi un conseil intergénérationnel, et c'est celui dont je parlais lors du dernier webinaire, qui en fait est rien d'autre qu'une assemblée de citoyens. Alors aujourd'hui, avec pas de règles, hein, puisque finalement, c'est une assemblée qui est ouverte à tous les âges, donc le plus jeune à 13 ans, le plus âgé 87 ans. Et en fait, c'est aussi des expériences qui permettent de donner du sens à l'intergénérationnel et à capter finalement dans un peu moins d'actifs, hein, puisqu'ils n'ont pas trop le temps, mais de capter des jeunes et des moins jeunes et de les faire dialoguer et participer, enfin, construire des projets autour de choses qui font sens pour eux, avec des regards différents, évidemment, selon les âges. Alors, de là, par exemple, émergent ensuite des initiatives associatives telles que, par exemple, un jardin partagé qui va donner lieu ensuite à la création d'une association, etc. Donc, il me semble aussi que, en tout cas, dans une taille de ville comme la mienne, eh bien, être élu, ça veut dire être à côté des jeunes, à côté des moins jeunes, et être, il n'y a pas de filtre, hein, c'est-à-dire que du coup, les habitants qui s'engagent, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, sont au plus près de la décision. C'est-à-dire que ils vont pouvoir avoir accès finalement à toutes les informations utiles et sont évidemment ont aussi le retour, puisque à chaque rendez-vous les élus concernés sont présents. Alors, pour revenir sur le conseil municipal des jeunes, donc, à Bar, on a choisi en fait de s'adresser aux collégiens. Il y a un partenariat en fait vraiment essentiel à pas rater, hein, qui a été fait avec l'Éducation nationale, notamment pour permettre justement d'avoir aussi à nos côtés les CPE, les chefs d'établissement, pour que en fait cette expérience d'engagement ne soit pas ensuite seulement une expérience qui concerne les 29 jeunes élus, mais évidemment une expérience qui concerne l'ensemble des collégiens tout au long du mandat des jeunes élus. Pourquoi ? Parce que c'est avec eux qu'on peut construire le dialogue permanent qui peut s'entretenir dans les collèges. C'est avec eux aussi que nous organisons un certain nombre de déplacements, de temps forts. Donc, ça veut dire que le conseil est en permanence ouvert aux jeunes de la ville, et que, évidemment, ceux qui ont voulu s'y engager pleinement font l'expérience de ce que ça peut être que de représenter d'autres jeunes, mais en ayant évidemment des comptes à rendre, en ayant des rendez-vous avec les jeunes, en étant dans des temps qui sont organisés et qui sont précieux, qui sont organisés avec l'Éducation nationale pour avoir ce dialogue qui a lieu aussi dans les classes, dans les cours de récréation, au sein des conseils d'administration. Hein. Hier encore, une expérience qui a permis en fait d'avoir l'accord d'un collège où il y a des interventions de jeunes en conseil d'administration, tant avec ceux qui y siègent qu'avec ceux qui sont élus au conseil municipal des jeunes. Donc tout ça, pour le faire vivre, effectivement, ça nécessite quand même de se dire que la plupart du temps, ces jeunes sont aussi des élèves, que la scolarité elle est obligatoire, et que donc on va quand même les trouver dans leur lieu de vie, mais qu'en même temps, l'apprentissage de la citoyenneté, c'est pas seulement la scolarité, c'est aussi s'intéresser à sa ville, à d'autres mécanismes, s'intéresser au fonctionnement des institutions et pouvoir avoir une place, une parole qui est entendue, et qui n'est pas seulement la parole des jeunes qui sont engagés dans ce conseil, mais la parole de l'ensemble des jeunes. Voilà, donc moi j'ai envie de dire que évidemment ça se construit, c'est multi-partenarial, et ça nécessite aussi une implication évidemment des élus aux côtés des jeunes et des moins jeunes, presque en permanence, hein, puisque c'est ce qui est quand même souhaité, demandé, pour qu'on soit dans quelque chose de bien plus direct, avec moins de filtres et au plus près des réalités aussi, de comment aujourd'hui se prend une décision. Alors ça dépend évidemment sur quel sujet. Alors après, en termes d'expérience aussi, avec des plus âgés qui sont des 15-25 ans, où là, en fait, tout a démarré avec une demande
émanant des jeunes, d'avoir en fait un lieu pour se réunir, etc. Et puis au fil du temps, voilà, il y a eu 3 jeunes qui sont venus demander, puis on a fini à 80 jeunes en atelier qui ont finalement construit avec nous un projet de tiers-lieu. Sauf que voilà, on n'est pas forcément sur la compétence ville, mais sur une compétence communautaire. Et du coup, en fait, voilà, on est déjà sur 1 an en fait d'attente, de travail, de réflexion pour simplement voilà, avoir ce projet de tiers-lieu qui émerge. Et puis finalement, voilà, au fil des discussions, des échanges, le Conseil intergénérationnel, lui aussi, se met à vouloir travailler autour de ce qu'ils appellent maintenant un tiers-lieu, puisque ça permet en fait d'imaginer un lieu dans lequel eh bien, tant des jeunes que des moins jeunes puissent se retrouver, s'entraider, coopérer, voilà, avoir en fait pouvoir organiser des débats, des conférences, et donc, en fait, ça, c'est le chantier qui est le plus délicat, puisqu'il ne dépend pas forcément que de la commune, mais aussi de l'Interco, qui a la compétence, notamment jeunesse, et qui nécessite en fait un travail beaucoup plus long que ce que moi j'imaginais, et qui peut venir, par exemple, décourager un certain nombre de jeunes et de moins jeunes, parce que voilà, le temps de l'administration, le temps politique n'est pas forcément, là encore, le temps des citoyens qui veulent s'engager. Tout comme, par exemple, dans des territoires comme Bar, nous avons aussi mis en place un agrément de service civique. Et pour autant, voilà, on est confronté à la difficulté de ne pas avoir de tutorat dans les services de volontaires dans ce domaine-là, et donc finalement pas d'offre de service civique. Hein. Donc tout ça, en fait, c'est vrai que quand on essaye de multiplier le nombre de cadres qui sont proposés aux jeunes, eh bien, voilà, c'est toute une culture, disons, de la participation citoyenne aussi qui est à faire à tous les niveaux, hein, tant au niveau des élus qu'au niveau de l'administration. Voilà, et ça prend du temps. De donner des expériences d'engagement aux jeunes et une véritable place voilà, qui le revendiquent et qu'ils ont raison de revendiquer. Après, juste un petit mot encore quand même sur une expérience récente, hein, qui là aussi nous met face à la réalité du premier sujet qu'on a évoqué, qui est le rapport peut-être au vote. Comme beaucoup de villes, nous à Bar, on a expérimenté la cérémonie de citoyenneté, qui a en fait été une invitation aux 18-20 ans qui ont voté pour la première fois en 2020, en 2021 et qui voteront pour la première fois donc en 2022. Sans tricher, en leur disant que s'ils ne viennent pas, eh bien, leur carte électorale leur sera envoyée par la poste. Hein. Donc, voilà, on ne laissait pas croire que leur carte électorale, s'ils venaient pas la chercher, ils ne pouvaient pas l'avoir. Hein. Donc, ça, c'est quand même important de le savoir. Et bien, sur 187 jeunes concernés, il n'y en a que 29 qui se sont mobilisés pour cette cérémonie. Alors, 29 qui étaient déjà sans doute prêts à aller voter. Hein. Donc, c'est important pour celles et ceux qui souhaitent évidemment participer au vote, de pouvoir dialoguer avec eux, échanger, etc. Mais on s'interroge quand même sur tous les autres qui n'ont pas donné suite à cette invitation et qui peut-être aussi n'iront pas voter, et pour qui ça ne fait pas forcément sens non plus d'avoir un temps d'échange avec les élus de la ville. Donc en fait, souvent on va parler de ceux qui sont déjà engagés, et effectivement on est quand même voilà, toujours en train d'imaginer comment intéresser, capter, s'adresser à celles et ceux qui finalement ne répondent pas voilà, au format que nous proposons. Donc tout l'enjeu est d'en avoir de multiples, de permettre aux jeunes à la fois d'investir peut-être des formats qui sont dédiés à un âge précis, tout en leur permettant évidemment aussi d'investir des formats tels que par exemple notre conseil intergénérationnel, ou d'être aussi à l'écoute tout simplement
de format de participation, d'engagement. Hein. On nous parle aussi de votation en ligne, etc. Donc, en fait, c'est peut-être tout l'enjeu, c'est de multiplier ces formes de participation et d'engagement. Certaines sont longues, d'autres sont beaucoup plus courtes ou éphémères. Et de se dire que voilà, c'est peut-être ça l'essentiel pour donner envie au plus grand nombre de prendre part au projet de ville, etc. Merci beaucoup, Laurence. Je vais laisser Anna Moriette réagir à ce qu'on s'est dit avant de vous laisser la parole. Je vois que ça échange déjà dans le chat sur ces sujets. Moi, je voudrais revenir sur la question qui a été posée par rapport au nombre de femmes en politique. D'un point de vue pratique, ce qu'on a pu observer, nous, au contact de personnes qui se lancent en politique pour la première fois, c'est que pour nos deux programmes aux législatives et aux municipales, on a 55% de femmes qui se sont présentées, donc ce qui est vraiment très intéressant. Mais on a aussi observé qu'il y avait des freins spécifiques aux femmes qui se présentaient, qui étaient liés sûrement à une socialisation féminine, qui se posent davantage de questions quant à leur légitimité à candidater en tant que députée. Et donc, il y a des questionnements qui sont beaucoup plus féminins, notamment quant à la légitimité, mais aussi quant à la gestion de leur vie personnelle et professionnelle à côté. Et justement, voilà, ces freins-là peuvent aussi décourager des femmes, mais aussi des jeunes femmes à s'engager en politique. Et donc, on essaye de faire un travail sur ces freins-là. Et à cet égard, il existe une formation qui s'appelle Investi, qui est destinée spécifiquement aux femmes jeunes, justement parce qu'ils ont compris cet enjeu du manque de représentativité et du manque de parité en politique. Donc, il existe des formations qui sont vraiment spécifiques à la formation de futurs élus femmes. Et pour revenir aussi sur le manque peut-être d'intérêt des jeunes pour la politique ou leur manque d'investissement, encore une fois, par de l'expérience concrète qu'on peut avoir d'accompagner des candidats à des élections, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a de nombreuses barrières structurelles aussi à l'entrée en politique qui sont peut-être surmontables pour des candidats, pour des personnes qui seraient plus âgées. Mais en tant que jeune, je pense que c'est des choses qui sont difficiles à dépasser. Et donc, par exemple, voilà, en termes d'information, c'est très difficile quand on n'est pas au sein d'un parti ou quand on n'est pas conseillé par des gens qui sont aguerris en politique de trouver des réponses à ces questions. Notamment quant au compte de campagne. Ça peut être très, très obscur pour des gens qui sont déjà très adultes, mais alors pour des jeunes, enfin, je pense que de manière globale, structurellement, il y a un manque de transparence par rapport au compte de campagne, par rapport à tous les prérequis et les critères qui sont nécessaires pour faire une campagne. Et notamment la Commission nationale des comptes de campagne est très peu disposée à répondre aux questions des candidats qui se lanceraient voilà, sans expérience. Également, quant au financement, voilà, parce que faire campagne et entrer en politique, notamment vouloir se faire élire, ça peut représenter beaucoup d'argent. Et donc, c'est aussi un frein pour des jeunes qui ne sont pas forcément privilégiés et favorisés d'investir en eux, dans leur campagne. Donc voilà, il n'y a pas d'aide qui existe pour les jeunes financières pour les aider justement à se lancer en politique. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment des lacunes structurelles qui sont des freins aussi à l'engagement politique des jeunes. Et également, je voulais revenir sur le fait que ce qu'on observe, nous aussi, chez Tous Élus, c'est que les jeunes qu'on accompagne sont aussi très critiques et sont très conscients et voire même agacés en fait, de la situation politique française, notamment par le manque de représentativité des élus. Et qu'il y a qu'ils ont des grandes difficultés à se projeter aussi en politique. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur à quoi ça sert et quelle efficacité de voter si c'est pour finalement que peu de choses se passent. Et on observe même au sein de l'association, en fait, certains des candidats qu'on a formés se présentent demandent une investiture au sein de partis politiques. Et voilà, on constate qu'il y a des partis politiques qui ont énormément de mal à faire confiance et à donner des investitures aussi à des personnes qui sont jeunes. Voilà, ça constitue aussi un frein à des candidatures jeunes. Et voilà, donc on observe voilà, qu'il y a cette jeunesse en tout cas la jeunesse que nous, on observe et qu'on accompagne, qui est très critique par rapport aux institutions et par rapport à l'incohérence aussi de la politique en France, des politiques, des gens qui nous représentent, qui sont très loin d'être
qui sont pas assez exigeants, notamment en termes d'écologie, d'éthique, de morale. Donc voilà, ça c'est des choses dont les jeunes ont conscience et qui peut un peu les dégoûter justement de la politique et les inciter à se tourner vers d'autres structures qui ne sont pas forcément de la politique mais des associations, notamment vers la désobéissance civile. C'est quelque chose aussi, quand on a l'impression que la lutte à l'intérieur du système ne fonctionne pas, on observe quand même une recrudescence d'une forme de lutte à l'extérieur par l'investissement d'associations qui vont essayer de faire changer les choses par de la mobilisation et de la désobéissance civile. Et je finirai aussi par dire que dans les nombreux jeunes qu'on a rencontrés quand on faisait les campagnes contre la mal-inscription et l'abstention chez les jeunes, ce qui ressortait aussi beaucoup, c'était qu'ils ne souhaitaient pas voter aussi parce que l'offre politique ne leur convenait pas. Et c'était aussi une question d'offre politique. Et l'offre politique, notamment pour le nombre de jeunes qu'on a rencontrés qui souhaitaient voter à gauche, n'était pas du tout satisfaisante et ne les incitait pas du tout aussi à se déplacer et à aller voter, puisque c'était pas assez satisfaisant et exigeant par rapport aux défis qui nous attendent dans les années à venir. Voilà. Merci beaucoup. Donc, en réaction, Carole Zelensky, qui est adjointe à Strasbourg, disait que concernant vos remarques, en fait, sur les roulages de la campagne, ça va se vérifier aussi. Ça fait écho à ce qui se voit pour des adultes qui sont éloignés de la question politique. Ce sont des difficultés rencontrées par les listes citoyennes, par exemple. Et alors, Maxence Brand de la ville de Tours vous demande sur votre formation comment on gère la frontière à ne pas franchir avec la professionnalisation de la fonction d'élu. Alors, je sais que vous avez eu un moment où vous avez moins entendu, mais peut-être que, Anna, vous allez pouvoir repréciser, mais ces formations sont proposées à des gens qui veulent se lancer en politique au tout début pour les aider à se lancer, pas forcément pour devenir des professionnels de la politique, mais se présenter pour une première fois. Mais Anna, je vous laisse peut-être préciser. Oui, alors en fait, les gens qu'on forme à 85%, c'est les gens qui sont des primo-candidats, qui ne se sont jamais présentés auparavant et qui sont issus c'est le panel de personnes qu'on forme est vraiment très très large en termes de profil professionnel, en termes géographiques aussi. Et comment ne pas franchir avec la professionnalisation de la fonction d'élu. En fait, on les accompagne jusqu'à l'élection. Et une fois s'ils parviennent à être élus, et après, ils font leur chemin et ils remplissent leur fonction d'élu. Mais nous, notre formation s'arrête à l'ouverture de leur compte de campagne, en fait, à ce moment-là. Et on essaie de leur donner les clés pour qu'ils puissent comprendre les mécanismes des élections et avoir les cartes en main pour parvenir à se faire entendre, à mener une campagne qui soit pertinente, à comprendre leur territoire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, j'espère. Merci beaucoup. Oui. Je vois qu'une main s'est levée. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Christine Simian. Oui, moi, c'était juste, je reviens peut-être un tout petit peu en arrière, mais je me dis que pour arriver à se lancer, à s'engager, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que l'on rate totalement au niveau collège et au niveau lycée, qui est apprendre à débattre et apprendre à argumenter? Pour moi, c'est quelque chose qui n'intègre pas vraiment l'éducation, alors que c'est quand même un point essentiel pour apprendre et l'écoute, ce qui est essentiel aussi, et puis s'engager. Comment je m'engage? Parce que je sais débattre. Et donc, j'ose parce que j'ai appris à. Merci beaucoup. Je vois que Valérie Becquer a levé la main. Je vous donne la parole, Valérie. Oui, en fait, parce que j'allais revenir sur la répartition hommes-femmes, parce que j'ai un peu ouvert mes documents, mais je vais en profiter pour répondre à votre question, parce que c'est un point important. Alors déjà, dans l'enquête sur les collégiens, je vous ai mis sur la représentation des élèves au collège, on voit qu'il y a un équilibre, il y a 27% de filles, 24% de garçons, c'est même à la faveur des jeunes filles. Et sur l'enquête qui a été faite sur les conseils de jeunes, c'est des répondants, donc c'est réponses volontaires, et on voit qu'il y a un équilibre. Cependant, on a quand même une caractéristique forte de ces personnes qui participent, que ce soit en tant que délégués élèves ou conseil de jeunes, c'est
leur niveau d'éducation. Hein, ça reste des bons élèves ou des élèves scolarisés en filière générale ou à l'université pour ce qui est des conseils de jeunes. Donc, il y a quand même des variations par diplôme, hein, quoi qu'on en dise, que ce qui renvoie du coup à la question des compétences. Alors, nous avons effectivement en France un long parcours d'instruction civique et morale, hein, puisque nous sommes retournés en Troisième République avec l'instruction civique et morale, alors qu'avant, on avait de l'éducation citoyenne. Mais blague à part, cette question de l'apprentissage du débat, de la prise de parole, de la construction des opinions, c'est effectivement, on va dire, un point faible de notre système éducatif. Alors que dans d'autres systèmes éducatifs, on va prendre très simplement le cas de la Suède, c'est quelque chose qui est intégré aux enseignements, que voire même l'éducation critique à la critique est quelque chose qui fait partie de la culture scolaire, du système éducatif, que les dispositifs pédagogiques sont faits pour cela. Et quand vous discutez avec un chercheur suédois au sujet du cas de Greta Thunberg, par exemple, elle vous dira « oui, c'est juste un pur produit de notre système éducatif ». Et alors que nous, on va se dire « oh, comment ça, cette jeune fille a l'air bien à l'aise dans la prise de parole, dans la gestion des médias, etc. » Mais bon, elle semblait relativiser finalement en disant qu'il y avait cet apprentissage qui était fait dans certains systèmes éducatifs. On le voit dans d'autres pays, en Allemagne, c'est davantage le cas. Et en France, on a beaucoup d'instances de participation des élèves, on a un programme d'instruction civique et morale, mais on a ce trou de compétences, on a une lacune en termes de formation très claire. Et alors, on peut interroger ça en termes de la prise de risque, c'est-à-dire que faire débattre les élèves, c'est poser la question de la place de l'adulte, de la position de l'adulte dans sa classe, du fait qu'un débat, ça se construit, que du coup, alors ça se fait avec, par exemple, des ateliers philo, où on commence on utilise les ateliers philo. On a aussi toutes les pédagogies alternatives qui proposent le débat et qui font du débat une force pour la gestion de la classe. Mais on va dire, dans l'ordinaire des classes, c'est quelque chose qui peut être vécu comme un risque. Alors, on va discuter de la laïcité, alors on va discuter de la religion, oui, mais ça va générer des conflits dans les classes, et peut-être que l'autorité de l'adulte ou de l'enseignant va être remise en cause, etc., etc. Il y a des craintes, là, il y a des peurs qui sont présentes, et qui, du coup, au lieu d'apprendre aux élèves à construire des débats qui peuvent être tout à fait pacifiés, argumentés, etc., et à se construire comme porteur d'une position argumentée, on va finalement évacuer cette compétence. Et du coup, il y a des associations qui vont proposer ça à l'extérieur des établissements scolaires, ou qui vont venir dans les établissements scolaires à la demande de certains enseignants-enseignantes pour justement, et voire même on va avoir des concours d'éloquence, etc., etc. Mais le fait que ça existe de l'extérieur de l'institution scolaire montre que c'est une dimension essentielle au fonctionnement démocratique, mais sur lequel on peine. Voilà, on a d'un côté des instances pour les élèves où on leur dit de prendre la parole quand on leur dit de prendre la parole, et puis de l'autre, des programmes hyper vissés autour de la connaissance des institutions, visiblement qui sont inégalement efficaces, puisque des jeunes de Sciences Po et des écoles de commerce ne connaissent pas les institutions. Mais au milieu, il y a ce trou qui fait qu'on se construit en tant que citoyen ou en tant que personne ayant une opinion argumentée. Donc, c'est une vraie question, et c'est encore un vrai enjeu, à mon avis. Merci beaucoup. Pardon, c'était un peu long, désolée. Non, je vous en prie. J'allais dire oui, qu'il nous reste peu de temps et il y a plusieurs mains qui se sont levées. Est-ce que, Laurence, vous vouliez réagir là-dessus, et dans ce cas-là, en 30 secondes, et comme ça, on pourra prendre les autres questions. Oui, en effet, très, très rapidement, sur le système éducatif qui, effectivement, ne laisse pas forcément toujours la place pour le débat tel qu'on l'évoque ici. Donc, c'est vrai que quand on retrouve les jeunes dans les conseils ou autres formes ou autres espaces, et ben, on fait tout un process d'éducation au droit, à la loi, finalement au débat, à la démocratie, enfin tout ça, au sens, mais pas au sens scolaire, quoi. C'est-à-dire, on ne va pas leur faire un cours, mais simplement par l'expérience, justement, de se lancer, parce qu'on leur dit, enfin moi je leur dis que
tout le monde peut raconter des bêtises, y compris les profs, les élus, tout le monde, et qu'il ne faut pas qu'ils soient gênés d'avoir leurs propos, leur vision, et qui disent les choses sincèrement, et que justement cette sincérité puisse la garder le plus longtemps possible, hein, puisque c'est très spontané. Et du coup, en fait, ça prend du temps, mais je trouve qu'au fil des semaines, eh bien, les jeunes sont très à l'aise avec le débat et l'échange, et ils en demandent encore après. Et du coup, dans un des collèges, je fais l'expérience en fait d'un CPE qui, du coup, s'est mis à laisser les jeunes intervenir entre eux, justement sur les questions qui touchent le conseil, mais pas que. Et du coup, à être dans l'interpellation, etc. Donc, en fait, même si ce n'est pas au programme, il y a quand même parfois sur nos chemins des adultes qui font les choses parce qu'ils sont conscients que c'est un grand manque, effectivement, dans les programmes. Merci beaucoup. Je sais que Maxence, vous devez nous quitter, mais vous aviez levé la main si jamais vous voulez poser votre question, si vous êtes encore parmi nous. Oui, ce n'était pas une question, c'est plus une réaction à ce qui a été dit sur l'éloquence notamment. À Tours, on est en train de travailler sur le développement d'un concours d'éloquence, donc on a fait un parangonnage avec la mairie de Montreuil qu'on a mis déjà en place par le passé. Il y a aussi une initiative qui paraissait intéressante à Grenoble avec le dispositif Émergence. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un dispositif qui travaille sur l'éloquence, mais plus largement sur l'expression, sans le côté concours, avec une représentation finale devant les habitants de la ville, avec de la danse, du chant, du slam, etc. Et ça peut être une approche intéressante aussi sur ce sujet-là. Il s'est ouvert, il me semble, à tous les jeunes entre 12 et 25 ans. On doit pouvoir trouver ces informations-là sur le site de la ville de Grenoble. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, du coup, bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Il est 18h29. Olivier puis Patrick, je vous donne la parole pour 30 secondes chacun. Donc, rebonjour. Très, très rapidement, juste un témoignage, que je suis expert sur un label qui s'appelle ELOGE, label européen d'excellence en matière de gouvernance, qui est piloté par le Conseil de l'Europe, qui a été attribué à des villes françaises pour la première fois en 2019, il date de 2008. Il y a une deuxième édition qui est en cours et qui sera proposée aux villes françaises via le CNFPT, notamment l'INET, l'année prochaine. Et ce que j'ai pu constater en France, qui était intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs collectivités où certaines personnes revendiquaient de nouveau, alors adultes ou pas adultes, leur droit à ne pas voter, mais par contre s'impliquaient énormément dans les dispositifs participatifs, y compris les jeunes. Et notamment, ce qui les intéressait, c'était l'aspect, un budget participatif avec un budget qu'on vous confie et des résultats très concrets, mais par contre, une présentation du projet en conseil municipal, je pense notamment à la ville de Sceaux, qui a été labellisée comme Strasbourg en 2019. Autre témoignage, aussi dans le cadre de ce label, ce qu'on constate en Europe, c'est qu'effectivement, il y a une crise de la démocratie représentative dans beaucoup de pays, mis à part en Norvège. Alors, les villes norvégiennes ont été les premières à être labellisées ELOGE, ce label. Et ce qui est aussi intéressant dans le fonctionnement norvégien, c'est que tout est transparent sur les résultats, sur l'efficience. Ils ont mis en place des réseaux de l'efficience à travers lesquels les villes se comparent entre elles sur les résultats obtenus par rapport aux moyens investis. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeunes sont aussi impliqués dans ces démarches-là. Toutes les informations sont rendues publiques. Et pour terminer, les villes norvégiennes ont des conseils d'utilisateurs qui sont présents dans les administrations locales notamment et qui vont témoigner ou en tout cas donner leur avis régulièrement sur la qualité des services publics. Alors, est-ce que tout ça peut expliquer que les gens, et notamment les jeunes, s'impliquent? C'est intéressant, mais en tout cas, c'est à noter. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Patrick. Alors, attention, votre micro est coupé. Désolé. Merci de me donner la parole. Je vais être court. Simplement, ce que je crois qu'il faut retenir, c'est que parmi toutes les interventions, c'est qu'il y a deux choses. Il y a les instances qu'on va créer et il faut en créer. Je vais vous donner quelques chiffres. Il y a 1500 conseils locaux d'enfants et de jeunes dans le pays, sur 36 000 communes. Ça représente 0,4% de la tranche d'âge 10-14 ans. Donc, on voit le travail qu'il y a à faire encore pour multiplier ces instances un peu partout dans nos territoires et donner envie à des jeunes, à des enfants de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, de proposer, etc. Bon,
Donc, les instances, il me semble, il faut qu'elles se déploient beaucoup plus qu'elles ne se déploient actuellement. Et enfin, il y a ce qui s'y fait, ce qui s'y pratique, la pédagogie qu'on y développe, car vous nous avez très bien montré que c'est l'expérience qu'on va faire dans ces lieux-là qui va faire qu'on va s'engager ensuite dans sa vie d'adulte et dans d'autres domaines. Et donc, si on déçoit les gens pour très longtemps. Et il ne faut pas décevoir dans ces lieux-là. Et il faut travailler sur des instances qui sont véritablement collégiales, où on s'écoute, où on apprend à débattre. Vous avez dit tout ça. Donc, je voulais simplement insister sur en cette question qu'en démocratie, de façon générale, la forme, le contenu, le nombre, tout ça, c'est très important et qu'on ne peut pas dissocier tout ça. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a eu des échanges dans le chat entre Marianne et Carole. Je suis désolée, on n'a pas pu prendre toutes les questions. Laurence Renaud demandait en résumé quels sont les leviers pour faire participer les jeunes. Je ne sais pas si, en conclusion, l'une de vous veut se risquer à donner une ou deux réponses. Mais sinon, l'objectif aussi de ces webinaires, c'est bien de se poser cette question de manière globale. Nous, notre but à la suite de ces différents webinaires, c'est aussi de proposer une petite note qui résumera tout ça et on pourra répondre en partie à cette question. Voilà, je ne sais pas, avant de donner le mot de la fin, parce qu'il est déjà 18h34, donc je ne veux pas vous retenir trop longtemps, mais s'il y a une dernière réaction, voilà, s'il y a un mot de la fin, je vous regarde, je ne vois pas de micro s'ouvrir. Eh bien, très bien, vous avez pu dire tout ce que vous vouliez dire. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup à nos trois intervenantes. Donc, comme je disais, vous pourrez retrouver en replay sur notre chaîne YouTube ce webinaire. Et puis, nous, on poursuit ce cycle qui sera peut-être, on a prévu 3 webinaires, peut-être qu'il y en aura plus si on veut continuer, autour des nouvelles formes d'engagement, justement. On en a beaucoup parlé, donc comment on se mobilise en dehors de cadres institutionnels, notamment sur les questions climatiques. Ce sera, on n'a pas encore la date, mais ce sera fin mai. Voilà, on se retrouve à peu près tous les 2 mois. Merci à tous et très bonne soirée.